Prêt pour l'impact? C'est la question que je pose chaque semaine à un ou une chef d'entreprise, une personnalité qui compte dans l'économie française. Et pour cette interview de 30 minutes, j'accueille aujourd'hui Thierry Blandinière. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci de l'invitation. Le président d'Invivo. Avant de présenter le groupe, peut-être une question très générale sur le sens de ce mot, impact, parce qu'il y a plein de façons de l'intégrer et finalement d'en faire un objectif. Absolument. Pour nous, l'impact, c'est un plan de transformation des métiers, de l'agriculture et des filières. Ouais. Et c'est une dynamique positive, en montrant que dans les transitions, on peut avancer sur la productivité et répondre aux grands enjeux sociétaux, environnementaux et délivrer des résultats financiers en conformité avec ce que veulent nos actionnaires. Ouais. Invivo, c'est les chiffres de la fin du mois de juin dernier, près de 15 000 collaborateurs, un chiffre d'affaires de 11 milliards 700 millions d'euros, plus de la moitié de ce chiffre d'affaires en France. D'ailleurs, ça se retrouve dans les sites industriels, 92 sites industriels, dont 65% en France. Il y a plusieurs piliers. Et si on fait une présentation générale, c'est quoi les grandes activités, les grands secteurs d'activité d'Invivo? On peut considérer qu'on a 4 verticales. Ouais. La première verticale, c'est qu'on est des traders, enfin négociants internationaux de céréales. On est le premier négoce de grains européens. On exporte dans le monde entier les grains européens, principalement les grains français, à destination, pays d'Afrique, et puis aussi Moyen-Orient et Chine. Je rappelle qu'une tonne sur deux de blé produite en France est exportée. Donc on exporte la moitié pays tiers, et c'est Invivo qui vend pratiquement 100% de cette exportation du blé français. Donc on a une vraie mission aussi vis-à-vis des agriculteurs, c'est de pouvoir trouver des solutions de commercialisation de la production de la ferme France. Donc ça, c'est un engagement très fort, c'est notre mission. Au-delà des résultats économiques, on a une vraie mission et c'est une question de souveraineté. Si on n'était pas là, ce serait des groupes internationaux qui feraient du trading de céréales en France. Ce ne seraient pas les mêmes conditions pour les agriculteurs français. Ouais. Donc ça, c'est notre mission. Premier pilier. Deuxième pilier, c'est l'agriculture. Donc on est là pour apporter des solutions. On vend des intrants aux agriculteurs, des semences, des phytosanitaires aussi, et puis des engrais. Tout ça pour produire plus et mieux et durable. On y reviendra sur cette nouvelle agriculture, notamment durable, qu'on souhaite promouvoir. Et puis, donc, on collecte le grain et ensuite on le commercialise, soit via notre négoce international, soit dans les filières industrielles françaises et européennes avec des clients qui sont dans la première, deuxième, troisième transformation. Troisième pilier, l'agroalimentaire. Donc on est dans la première transformation, on est le premier malteur mondial, on a 40 sites dans le monde. Et donc nos principaux clients, ce sont les grands brasseurs que vous connaissez. Donc quand on boit une bière, il y a souvent du Invivo à l'origine, quoi. Une bière sur 3 dans le monde, c'est Invivo qui est derrière. Et je vais même plus loin, 2 whisky sur 3 en Écosse, c'est un savoir-faire de malteur Invivo, notamment en Écosse. Bon, à consommer avec modération, il faut bien évidemment, mais aujourd'hui, vous savez que la bière sans alcool est un marché qui se développe beaucoup. C'est vrai. Et c'est très bien pour le malt, parce que pour du goût, dans une bière sans alcool, il faut mettre de plus en plus de malt. Donc c'est très positif pour nous, c'est très positif pour la consommation. Donc là, on a vu 3 piliers, il nous en manque un 4e. Alors dans le troisième pilier, il y a toujours donc, la transformation des céréales, donc du blé. Donc on est le premier meunier français. Et aussi on est le premier transformateur de boulangerie en boulangerie industrielle. Donc les baguettes, plus les croissants, les pains au chocolat, exportés dans le monde entier. On est présent aussi dans le vin. Donc on a une filière Viti, donc avec une marque qui s'appelle Cordier, qui est à Bordeaux. Voilà. Et puis le 4e pilier, c'est la distribution, où on est présent en distribution dans le jardinage, en fait, avec des enseignes comme Jardiland, Gambert, et puis des boulangeries aussi artisanales. Bon, voilà, on a posé le décor en quelque sorte. Il y a une dimension coopérative. C'est un groupe en partie coopératif. Absolument. Ça veut dire quoi? Alors, à la base, c'est une union de coopératives. Donc, les coopératives sont réunies pour mieux acheter et mieux vendre ensemble. Donc, nos actionnaires sont des coopératives françaises, c'est à peu près la moitié de la ferme France. Le conseil d'administration sont des présidents de coopératives, donc avec qui on travaille notamment sur des solutions. Et la mission d'Invivo, c'est d'apporter des solutions à ces coopératives adhérentes pour leurs agriculteurs dans les grandes transformations. Donc ça veut dire qu'au-delà de la taille qu'on a décrite, l'important c'est les investissements que nous faisons dans le digital, dans la recherche, dans l'innovation, pour faciliter cette grande transition agricole. Et si je dis qu'il y a beaucoup d'agriculteurs français qui, par capillarité, sont vos actionnaires,
c'est juste, quoi. Oui, c'est 200 coopératives et derrière, c'est 350 000 agriculteurs. Donc, c'est à peu près la moitié de la ferme France. Et s'agissant des céréaliers, c'est 90%. Oui, effectivement. Les céréales, donc l'année 2024, ça a été une année dure. Est-ce que c'est l'une des plus difficiles que vous ayez connues ? Oui, c'est incroyable, c'est la plus dure. Il faut remonter à, je crois, en 1983, mais on n'était pas du tout sur les mêmes périmètres à l'époque. Donc c'est du jamais vu. C'est quoi, c'est la météo ? La météo. Donc le printemps très pluvieux et l'été très pluvieux. Fait qu'il y a une baisse de rendement considérable, de qualité et de rendement, de 30 à 35%, ce qui est énorme. Ce qui nous pénalise surtout à l'exportation, puisque l'exportation étant la variable d'ajustement, ça veut dire qu'on a moins à exporter de céréales. Ça veut dire qu'il faut qu'on trouve d'autres sourcing, origination donc, en Europe du Nord pour compléter et répondre aux attentes de nos clients à l'international. Mais du coup, ça a un impact considérable aussi sur le revenu des agriculteurs, ce qui implique aussi les tensions actuelles que vous vivez. Et justement, je voulais vous interroger là-dessus. Il y a une double dimension de la question. D'abord, est-ce que les aides promises, alors on sait bien qu'on est dans une grande période d'instabilité gouvernementale, bref, heureusement que les entreprises ne fonctionnent pas de la même façon, mais est-ce que les aides promises finissent par arriver ou commencent à arriver ? Oui, apparemment, alors j'ai pas tout le détail parce qu'il y a plein d'aides, il y avait une liste de, je crois, 80 points, un plan d'action. Je crois que la ministre de l'Agriculture a communiqué sur le fait que 75%, on a apporté 75% des réponses déjà. Forcément, il y a toujours un peu d'inquiétude parce que c'est pas encore complètement redescendu par le système administratif dans la ferme quelque part, mais tout ça, ça va dans la bonne direction. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, malgré les changements de gouvernement, on est toujours dans la même logique de vouloir appliquer ce qui avait été dit, notamment il y a 6 mois, avec la loi agricole, notamment, qui n'a pas été votée l'été dernier, qui devrait être votée assez rapidement. Mais les agriculteurs, ils continuent. Enfin, voilà, il y a quasiment tous les matins, enfin, en ce moment, je viens ici, j'écoute la radio, bon, il y a encore une action dans le sud, une centrale d'achat qui est bloquée. Bon, j'imagine que vous êtes solidaire mais est-ce que c'est le seul moyen ? Et moi, je me pose toujours cette question en France où on est parfois aussi un peu les rois de la manif et du blocage. Ouais. Alors, sur le sujet, c'était l'Europe, parce que vous rappelez-vous, en Allemagne aussi, ils ont manifesté, aux Pays-Bas, ils ont manifesté, donc il y a un énorme enjeu de surtransposition des normes par rapport au marché mondial. Et donc, ça crée un écart de compétitivité aujourd'hui qu'on ne peut plus absorber puisque le consommateur ne veut plus payer la différence de prix. Donc il y a vraiment un rééquilibrage économique à faire sur notamment les coûts de production. Et c'est un sujet européen. Alors forcément, la France est toujours plus sensible aux manifestations que l'Allemagne, mais l'Allemagne a manifesté. C'est vrai, vous avez raison. Oui. Mais bon, ça ne répond pas tout à fait à la question de le levier de la manif. Du alors blocage, après, vous avez plusieurs. Oui, mais après vous avez aussi des élections aujourd'hui à la Chambre d'agriculture. Donc vous avez fait une compétition entre différents syndicats. Donc forcément, il y a des postures en période de campagne électorale, mais pour autant, il y a une réalité qu'il faut traiter et rapidement au niveau des agriculteurs. Et notamment une réalité de rémunération des agriculteurs. On prendra le temps d'en parler. Sur ce pôle agriculture, vous avez mis en place, ça s'appelle Bioline by InVivo. Alors là, on rentre dans notre question prêt pour l'impact. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quel changement vous activez ? Alors, on essaye en tout cas de déployer, parce qu'on sait le faire déjà sur des fermes pilotes, à grande échelle, une agriculture de précision. C'est-à-dire utiliser moins d'intrants. Donc, moins d'intrants, ça veut dire moins d'achats pour l'agriculteur, donc du revenu, tout en garantissant le rendement optimum. Et pour ce faire, on travaille beaucoup sur les data agricoles, sur le digital notamment, donc avec des applications où maintenant l'agriculteur peut piloter sa parcelle au mètre carré près pour doser au bon endroit. La bonne dose d'eau ou d'intrants pour optimiser le rendement pratiquement au mètre carré. À partir de là, vous avez un impact qui baisse, c'est-à-dire quelque part, vous baissez de 30% l'utilisation des intrants et vous augmentez de 10% le rendement. Donc, vous avez un effet ciseau positif. Donc, c'est un schéma vertueux où, en baissant les intrants, vous êtes plus dans la modération. Et la modération, ça veut dire l'impact sur le climat est moins fort et en même temps, vous sécurisez le revenu de l'agriculteur. Ça, il faut le faire à grande échelle et c'est le projet aujourd'hui de Bioline. Ouais. Et vous le disiez tout à l'heure, vous fournissez des intrants, des produits phytosanitaires, et vous avez monté un partenariat sur des engrais bas carbone. Je crois que le consortium s'appelle Fertigay. Alors de quoi on parle ? Fertigi, oui, Fertigi. Fertigi, voilà, j'avais le point. Mais ça, c'est un très bon exemple, parce que quand on parle de changement à l'échelle, là, on est dans le cœur du sujet. C'est que quand on parle déjà de souveraineté alimentaire, il faut rappeler qu'on importe 100% de nos engrais. Sans engrais, vous n'avez pas de ferme France.
Donc il y a un sujet de souveraineté. Donc ça veut dire qu'il faut relocaliser la production d'engrais en France. Donc ça, c'est notre moteur aujourd'hui. Donc ça, c'est en cours. Et ça, c'est activé avec la crise ukrainienne, enfin avec la guerre en Ukraine. Ça a été déclenché, mais bon, tout ça, c'est compliqué parce que c'est réinvestir sur des usines avec des capex considérables. Une usine comme Fertigy, c'est 1,3 milliard d'investissement pour 500 000 tonnes d'engrais. Je rappelle que le marché français, c'est 6 millions de tonnes, donc ça répond qu'à une partie. Mais on veut faire la démonstration sur le bassin nord avec cette usine que c'est possible de changer à l'échelle. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va reproduire de l'engrais en France, mais vert, à base d'électricité et plus à base de gaz. Donc dans le cadre du plan hydrogène France que vous connaissez, donc on va s'inscrire complètement dans ce schéma-là. Et donc on a poussé, nous, puisqu'on est off-taker, comme on dit, c'est-à-dire qu'on est capable de mettre 500 000 tonnes d'engrais dans cette usine. Ouais. Donc on peut garantir sur le long terme en fait, le fait de faire tourner cette usine. Pour autant, il faut mobiliser les financements pour cette usine. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Ils viennent d'où les financements? Alors cette usine, elle devait s'installer d'abord en Espagne. Okay. Fertigy. Donc en fait, c'est les financements espagnols quelque part et européens, donc des investisseurs qui sont mis autour de table, plus InVivo, on est une partie prenante, et d'autres industriels de l'agroalimentaire. Et on a considéré qu'il fallait la relocaliser en France, dans le cadre du programme Choose France. Donc elle est revenue en France. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, il faut que, comme c'est un pondéreux, l'engrais, il faut que ça soit produit sur le territoire, en proximité des utilisateurs. Donc le bon endroit, si vous voulez adresser le marché du nord de la France, c'est d'avoir une usine dans le nord de la France. Donc du coup, on a expliqué qu'il fallait effectivement venir en France, parce qu'on était les principaux clients. Les Espagnols, j'imagine. Mais non, parce que nous, en fait, les clients, c'était le marché français, parce que c'était les céréales. Donc on s'est rapproché en fait. C'était cohérent, quoi. Donc c'était cohérent. Ouais. Donc ils ont accepté. Donc du coup, on est en train de faire un tour de table, et donc là, c'est un enjeu d'1,3 milliard. Aujourd'hui, on a les autorisations. Elles devraient sortir de terre en 2032. Donc c'est quand même assez rapide, quand on connaît un site Céveso aussi. Donc sur 5 ans. Et donc avec cette usine, on a un impact considérable, c'est-à-dire qu'on pourra basculer, on verra après les prix, on va en parler, les écarts de prix entre l'engrais vert et l'engrais d'importation à base de gaz. Il y a un écart important qu'il va falloir réguler. Mais on va pouvoir basculer à peu près 500 000 tonnes d'engrais sur un territoire. Ça veut dire derrière rapidement produire 3 à 4 millions de tonnes de céréales. Et avec 3 à 4 millions de tonnes de céréales, ce qu'on souhaiterait, c'est faire coter sur Euronext un blé vert premium avec un premium sur un prix, pour en faire une commodities verte. Et donc, du coup, on enverrait un signal très fort au marché français et international. Mais alors justement, la question du prix, parlons-en tout de suite, quoi. C'est parce que c'est vrai pour ce thème-là, mais c'est vrai aussi pour les produits bio en général. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas soutenus, on a bien vu le retournement des consommateurs depuis 2 ans, finalement, on n'avance plus, voire on recule. Donc c'est quoi? C'est une action politique, le levier, il est où, d'après vous? Nous, on a des chiffres assez concrets, si vous voulez, je peux vous les donner. Il y a un écart de 200 € la tonne aujourd'hui qu'il faut financer. Ce n'est pas l'agriculteur qui va payer, parce que si on veut changer à l'échelle, il faut basculer d'un coup, et donc que ça soit au même prix. On va tout faire pour que ça soit au même prix, c'est 500 000 tonnes, sur cet exemple concret. Et ensuite, il faut trouver des compensations sur 200 € la tonne. Alors, certains clients sont d'accord pour accepter une partie de tarifs, donc à peu près 30%. Et c'est ce qu'on veut faire aussi sur la cotation sur Euronext, donc 30% par rapport aux produits standards, donc nos tarifs. Ça, c'est acceptable. On n'est pas sur on est sur le commodities, donc c'est pas une fois que vous transformez du blé dans la baguette, ça va correspondre à 1 centime, ce que je vous parle, pour bien comprendre. Donc c'est pas un enjeu considérable, mais en même temps, c'est important pour financer l'opération. Ensuite, il y a les aides publiques de la PAC, notamment, qui doivent être fléchés vers le blé vert, quelque part, qui doit nous aider à financer ce type d'opération. Et puis ensuite, il y a les fameux crédits carbone. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on arrive à bien valoriser les sols et démontrer que sur les céréales, c'est un puits de carbone potentiel. Et donc, à partir de là, ça génère des crédits carbone. Et la valorisation des crédits carbone, sous réserve que les prix soient revalorisés, font partie de la solution. Ok. Alors, dans cette rubrique Prêt pour l'impact, il y a un principe, c'est que chaque semaine, l'invité pose une question à celui de la semaine d'après. Donc, on avait Guillaume Pépi, l'ancien patron de la SNCF, qui était notre invité. Il est aujourd'hui président exécutif d'ailleurs d'Emeis, l'ancien Orpea. Et il a donc, Guillaume Pépi, une question pour vous. La voilà. Bonjour Thierry Blandinière, je sais que vous dirigez un groupe InVivo qui est un géant européen
de l'agro-industrie. J'ai envie de vous poser la question. On sait que d'ici 10 ans, un agriculteur sur 2 va partir en retraite. Alors comment on peut donner envie à des personnes de s'installer comme agriculteurs, d'entrer dans ce secteur-là, pour à la fois faire une agriculture nouvelle, probablement une agriculture plus saine, plus locale, et en même temps de nous permettre à tous de manger mieux. Merci. Et merci à Guillaume Pépi pour cette question, la question du renouvellement des générations chez les agriculteurs. C'est un enjeu très important. Ouais. Pour autant, quand on regarde l'histoire, il y avait beaucoup plus d'agriculteurs il y a 30 ans qu'aujourd'hui, et la production a quand même augmenté. Ouais. Donc la production n'est pas liée au nombre d'agriculteurs, elle est liée à la taille des exploitations. Et donc si demain on veut avoir des agriculteurs qui gagnent bien leur vie, il faut prendre en compte cette notion de taille d'exploitation en fonction des filières et des productions. Ouais. La France, on est plutôt un pays de petites ou moyennes exploitations. De moyennes, sauf dans les céréales où on commence à avoir des exploitations, 700 hectares, 1000 hectares, etc., donc, qui sont à l'échelle intéressante. Et donc ça veut dire que progressivement, on va avoir un regroupement encore des exploitations, donc qui seront plus grandes, voilà, et donc à partir de là plus compétitives. Et donc du coup, pour des agri-managers demain, qui sont des agriculteurs, ça sera des chefs d'entreprise. C'est déjà des chefs d'entreprise, mais encore plus des chefs d'entreprise qui géreront des comptes d'exploitation et donc qui pourront répondre aux attentes des consommateurs avec des filières structurées. Et donc, nous, mais à côté de ça, pardon de vous interrompre, mais on a des agriculteurs, et d'ailleurs ça fait partie des thèmes de mobilisation depuis un an, quoi, qui n'arrivent pas à vivre tout simplement de leur métier. Voilà, parce qu'en fait, on n'a pas une agriculture, on a des agriculteurs, et ça dépend des filières. Ouais. Donc, s'agissant des céréaliers, si je parle des céréaliers, on a déjà des tailles assez intéressantes d'exploitation qui vont être consolidées. Après, vous avez l'agriculture polyvalente, vous avez l'élevage, donc voilà, il y a plusieurs composantes. Donc, c'est des sujets. Donc ça, effectivement, chaque filière doit traiter son sujet, filière par filière. Je vous parle des céréales. Les céréales, on est déjà organisées, donc avec des agriculteurs qui ont des grandes exploitations, mais qui doivent être consolidés. Et pour des jeunes, ça va être très intéressant de reprendre ce type d'exploitation, parce qu'ils vont devenir des vrais chefs d'entreprise à l'échelle française et même internationale. Ouais. Ça ne vous concerne pas directement, mais quand les produits, par exemple, de la marque C'est qui le patron, on est au cœur de cette question de rémunération des agriculteurs. Oui, mais ça, c'est le lait. Le lait, effectivement, avec une problématique qui a été réglée quelque part. Il faut peut-être féliciter aussi le fondateur de C'est qui le patron, qui a été un peu l'aiguillon, qui a fait que finalement la filière a bougé. Et aujourd'hui, je n'ai pas les chiffres en tête, les derniers chiffres du lait, mais apparemment, déjà, le revenu des producteurs laitiers s'est amélioré. Donc ça va dans le bon sens. On peut trouver des solutions. Cette interrogation sur l'avenir, vous l'avez évidemment pour toutes vos activités, mais notamment sur le pôle vin. Vous parliez de Cordier, je crois que vous l'avez réorganisé. Vous cherchez à le céder. Je n'ai pas bien compris. Vous en êtes où de ça? Vous voulez vendre le pôle vin? Non, enfin, on est en train de discuter avec la filière, de voir comment on peut structurer cette filière. On veut participer à la structuration de la filière. Pourquoi? Parce elle est en danger, cette filière? Elle est en danger, puisque vous avez la consommation de vin rouge qui baisse. Et ça, c'est vraiment structurel. Et donc, il faut ajuster l'offre et la demande. Et donc, du coup, vous avez beaucoup d'outils industriels installés. Vous avez, par exemple, aujourd'hui encore 600 caves coopératives en France. Si vous prenez le sud-est, la région Méditerranée, on avait 300. Des petites caves coopératives, 2 par village. Donc tout ça, aujourd'hui, c'est plus compétitif. Donc nous, ce que l'on souhaite, en tant qu'Union nationale des coopératives aussi, c'est de mettre les gens autour de la table pour dire comment on s'organise pour structurer ces outils industriels, parce que les charges sont trop importantes. Donc nous, avec Cordier, notre mission, c'est ça. C'est aussi de participer, à dire, mais nous, on est prêt à s'associer avec d'autres, en majoritaire ou en minoritaire, mais on restera toujours présent, toujours un acteur, pour aider à la structuration. En fait, vous dites Big is beautiful? On est obligé de dire big et beautiful parce qu'en fait, parce que c'est comme ça. Il faut qu'on soit compétitif. Pour être compétitif, il faut qu'on fasse du volume et du prix, parce que le consommateur ne va pas payer 50% plus cher. Voilà. Après, vous avez aussi les niches rentables aussi qui nous permettent de différencier. Donc, c'est assez simple la stratégie. C'est soit vous êtes dans la différenciation avec des niches rentables, soit dans le volume-prix. Et au milieu, vous êtes mort. Ouais, donc il faut grandir. On est un peu condamné à grandir. Mais est-ce qu'on peut améliorer son impact tout en étant de plus en plus grand? On peut dire, oui, je vais avoir un levier plus important. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Je vais prendre l'exemple des Allemands, par exemple. Sur l'intégration, vous avez de l'ex-Allemagne de l'Est sur les Sovkhoz, la grande ferme. Ils ont complètement révolutionné. Ils ont fait une économie circulaire, notamment avec de la biomasse, ils ont organisé tout ça, ils ont un impact considérable. Et la ferme allemande
à gagner en impact positif. Et Dieu sait si l'écologie est au centre du jeu en Allemagne. Et donc, ils ont réussi à produire plus et mieux et durable à l'échelle avec un prix compétitif. Donc voilà, il faut s'inspirer de ce type d'exemple en France. Ouais. On s'appuie dans cette rubrique régulièrement sur une citation de notre invité. Alors, j'ai retrouvé dans une émission que vous aviez de Figaro TV en décembre dernier sur le Mercosur. Et on va ouvrir ce débat. Il faut raison garder. Le traité du Mercosur est un totem politique qui a été saisi pour que les réformes agricoles passent plus vite. Quand on aura discuté filière par filière, on devrait trouver des aménagements suffisants pour que chacun puisse s'y retrouver. Cela pourra passer par des compensations pour la filière bovine, par exemple, ou par des clauses miroirs qui sont sur le long terme la solution. Si je vous lis bien, vous dites que le Mercosur, il faut le signer. Il faut le signer avec des conditions de compensation pour certaines filières. Mais pour l'agriculture, c'est positif aussi, parce que par exemple, sur la filière viticole, ça nous ouvre des marchés en Amérique du Sud. Par exemple, le malt, aujourd'hui, que nous exportons, est taxé à 9% au Brésil. Ouais. Donc demain, si on ouvre le jeu du Mercosur, on n'aura plus cette taxe de 9%. Donc il faut regarder filière par filière l'impact. Et effectivement, il peut y avoir des filières qui pourraient être un peu pénalisées. Discutons des compensations possibles. Mais pour l'instant, c'est devenu un totem. Exactement. Politique, mais aussi syndical. C'est un totem politique, syndical, aussi bien sûr un combat aussi au niveau de l'Europe politique entre la gouvernance européenne. C'est un sujet de gouvernance européenne aujourd'hui, donc c'est plus large que les dossiers techniques. Voilà, mais je pense qu'il faut raison garder, comme je dis, je pense qu'avec le temps, tout ça va se décanter et on va trouver l'accord qui va convenir à tout le monde. Ouais. Est-ce qu'on peut à la fois être pour le libre-échange et pour les circuits courts ? Bien sûr, il faut marcher sur les deux pieds. Local, global en fait. Voilà. Le local, ça permet d'adresser consommation courante, les fermes, le circuit court, les marchés, tout ça, ça fonctionne bien, ça dépend des régions. Voilà, les régions très traditionnelles, avec une culture très traditionnelle, des filières traditionnelles, ça marche très bien. Et puis le global, c'est important, puisque notre force, en tout cas la France, c'est d'être un pays agricole reconnu mondialement. Et donc, ça nous permet aussi de déployer la ferme France, notamment à l'international, et d'exister, en fait, dans le monde. InVivo, il nous reste 4 minutes, ça passe trop vite, est devenue une société à mission depuis octobre 2020. La raison d'être, favoriser la transition agricole et alimentaire vers un agrosystème résilient en déployant des solutions et des produits innovants, responsables, en ligne avec les principes de l'agriculture régénératrice au bénéfice des agriculteurs et des consommateurs. Qu'est-ce que ça change de définir sa raison d'être ? C'est intéressant parce que cette émission, elle existe depuis 4 saisons à peu près. Il y a eu, je mets des guillemets, mais une mode de la raison d'être. J'entends beaucoup moins d'entreprises m'en parler ou s'en prévaloir aujourd'hui. Est-ce que c'était une mode ? Qu'est-ce que ça change ? Alors pour nous, ce n'est pas une mode, puisque dans le monde mutualiste, on est déjà des entreprises à mission, on va dire nativement quelque part, des coopératives. On travaille pour le bien commun. Donc pour nous, cette mission, ce n'était pas une révolution, on y était déjà de fait. Donc on a utilisé ce moment d'entreprise à mission avec la loi Pacte, on a participé à la loi Pacte avec Bruno Le Maire, c'était en 2017, à l'écriture de textes pour justement voir comment des filiales de coopératives qui n'avaient pas un statut coopératif pouvaient devenir des entreprises à mission alignées avec la maison mère, en l'occurrence InVivo avec l'Union nationale des coopératives. Donc c'est pour ça que nos filiales se sont transformées en sociétés à mission pour s'aligner aussi avec notre ADN historique. Qu'est-ce que ça a changé ? Je ne sais pas, par exemple, souvent j'entends dire que l'un des leviers les plus efficaces, c'est la direction des achats dans une entreprise. Qu'est-ce que vous avez modifié avec la définition de la raison d'être ? Parce que la raison d'être, c'est bien, mais ce qui est intéressant, c'est de voir ensuite les actions concrètes et les engagements concrets. Alors nous, on a par exemple un financement de notre crédit syndiqué avec un bonus-malus sur nos frais financiers liés à des engagements sur des impacts positifs. Donc on a été les premiers à signer ce type de financement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a une offre à impact positif qui a été définie et qui doit progresser dans notre chiffre d'affaires. Chaque année, on parle du chiffre d'affaires de 11 milliards 500 millions d'euros. Chaque année, une partie du chiffre d'affaires doit basculer sur des offres à impact positif dans l'innovation que l'on propose. Chaque année. Là, on est à 30% du chiffre d'affaires et chaque année, on a l'objectif, 5% par an, 10% par an, ça dépend des filières, pour attendre d'ici 2040 à 100% du chiffre d'affaires sur les offres à impact positif. Et donc, ça rentre dans le sujet des transitions agricoles. Une agriculture régénératrice, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on prend en compte la qualité des sols. Trop longtemps, on est passé à côté. Là, on veut que les sols soient plus riches. Pour qu'ils soient plus riches, ça veut dire qu'il faut qu'on rentre dans un schéma de rotation de culture.
Donc, pas faire simplement que du blé. C'est faire du blé, ensuite des légumineuses, travailler la qualité des sols, et puis que les sols soient enrichis naturellement. Et donc, à partir de là, on a aussi une qualité d'environnement et aussi une qualité de production. Parce qu'avec des sols plus riches, vous mettez moins d'engrais. Donc, du coup, vous rentrez dans un cercle vertueux. Et ça veut dire changer le mode de production historique. Ouais, mais c'est moins ambitieux que le bio. Ah, c'est plus ambitieux parce que ça sera plus ambitieux. à l'échelle. À l'échelle, c'est plus compliqué à faire. C'est-à-dire qu'il faut rapidement... parce que l'enjeu, c'est aussi de rester compétitif. C'est-à-dire que tout ça, on essaie de le faire au même prix. Alors que le bio, c'est juste pas possible. Parce que le bio, vous baissez les rendements à chaque fois de 30 à 40%. Ouais. Mécaniquement, vous avez une hausse dans le prix. Voilà. C'est-à-dire que nous, on essaye de maintenir les rendements pour maintenir le prix et régler l'équation développement durable et prix pour que le consommateur continue à acheter à un prix accessible. Donc pour vous, la solution, elle est là. Elle est là. Le bio, ça a été un peu le phare qui a aveuglé tout le monde. Le bio, ça fait partie de la solution, je l'ai déjà dit, mais il n'est pas que la solution. Donc, c'est une partie de la solution, c'est 5 à 10% de l'agriculture française, ce ne sera jamais 25% comme ça avait été mis dans le Green Deal et la fameuse loi Pacte, notamment sur le Green Deal. Et donc, du coup, ça, il faut le changer, quoi. C'est la crise du Covid, la crise ukrainienne a bien montré que ce n'était pas un sujet, ce n'était pas la réponse, quoi. Ça faisait partie de la réponse. Voilà. Merci beaucoup Thierry Blandinière et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup.